direct de Santexpo sur le stand La French Care, BPI France. Nous réfléchissons au financement de l'innovation en santé. Comment accompagner la stratégie d'innovation en santé? Comment la financer? Dans quel but? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec les trois invités ici présents sur ce plateau. Chara Louafi, directrice du Fonds Patient Autonome à BPI France. Bonjour. Baudouin Hu, partenaire du fonds Carista, et Philippe Véran, PDG de Biotech Dental. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Je me tourne vers vous, Baudouin Hu, pour commencer, puisque Carista a publié une étude annuelle sur les investisseurs européens dans les startups en santé digitale précisément. Alors, je voudrais que vous nous disiez quelles sont les tendances et que montre cette étude. Alors, merci Edwige. Effectivement, chaque année, nous publions une cartographie des différents investisseurs qui sont actifs sur la catégorie de la santé digitale. Ça répond à un besoin pratique qu'on avait d'identifier des co-investisseurs possibles pour nous quand il s'agissait d'investir dans une nouvelle société ou de les refinancer. Et donc, annuellement, on identifie les investisseurs qui ont réalisé au moins 5 investissements dans cette catégorie, ce qui signifie qu'ils ont construit une expertise significative et qu'ils ont une appétence pour le marché. Alors les chiffres de 2023 sont à considérer au regard de l'année 2022 qui a été exceptionnelle. Pour rappel, 2022 a vu le financement de Doctolib pour plus de 500 millions d'euros. Et donc on pouvait s'attendre à une année 2023 moins élevée en termes de nombre, à la fois en volume d'investissement et en volume de deals, et c'est ce qui s'est passé. Il y a une sorte de retour à la normale du marché du capital risque qui s'observe de manière globale sur tous les secteurs et en particulier sur la santé. Néanmoins, on constate qu'il y a une vraie robustesse du secteur en santé digitale, puisque quand on compare 2023 à 2021, il y a quand même une croissance assez forte, à la fois en nombre de deals et en taille des investissements qui sont réalisés. Et ce qu'on a vu aussi, et ça c'est vraiment un enseignement important, c'est que la France tient une place assez importante dans ce paysage européen, avec un volume d'investissement supérieur à ce qui se pratique au UK et en Allemagne, qui sont les deux géographies complémentaires du podium. Très bien. Donc effectivement, vous le disiez, il y a eu un petit peu moins de montants levés par les startups européennes entre 2022 et 2023, mais vous l'avez très bien expliqué, effectivement, l'année 2022 avait été un peu hors norme. Au-delà de cette baisse que vous avez très bien expliquée, ce qui est à souligner, c'est qu'effectivement les startups françaises captent très facilement les investissements européens. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette attractivité, cette bonne santé des startups européennes en santé digitale particulièrement? Alors je pense que c'est lié à 2 facteurs. Il y a un premier facteur qui est la bonne disponibilité de compétences dans notre secteur. On a des bonnes équipes de mathématiciens et d'ingénieurs, on a des bonnes équipes médicales qui sont très appétentes du sujet de l'innovation digitale. Et donc il y a un vivier de création d'entreprises assez fort en France et tout un paysage d'accompagnement de ces créateurs d'entreprises. Rien que sur l'Île-de-France, on dénombre 5 incubateurs ou accélérateurs qui sont dédiés à la santé digitale, qui sont actifs. Et donc ça crée un écosystème très dynamique. La deuxième chose, c'est que l'État français a fait partie des premiers pays européens à solvabiliser le marché de la santé digitale avec des expérimentations, que ce soit sur la télésurveillance avec le programme ETAP ou sur des sujets plus ciblés, plus ponctuels avec l'article 51. Ce qui a permis à un certain nombre de sociétés de se lancer, de commencer à trouver son marché, de prouver ses usages, prouver sa valeur et à constituer un véritable actif économique attrayant pour les investisseurs. Est-ce que ça a toujours été le cas, cette attractivité? Est-ce que c'est lié à ces 2 facteurs que vous veniez d'expliquer, notamment sur la solvabilisation? Alors, il y a eu des exemples précoces de sociétés qui sont lancées dans le domaine. Carista a notamment été l'investisseur de Volontis, qui a été le tout premier éditeur de dispositifs médicaux numériques et qui a fait l'objet des premiers remboursements précoces dans le cadre du forfait innovation à l'époque. Mais à nouveau, il s'agissait de quelques projets assez singuliers comme ça, qui ont permis de mettre en œuvre un remboursement de droit commun qui vient d'être entériné par l'État français il y a peu de temps. D'accord. Chara Louafi, cette attractivité des investissements dans les startups en santé digitale, est-ce que finalement c'est révélateur aussi d'un savoir-faire français, d'une forte propension à innover? Vous l'évoquiez également. Oui, alors il y a plusieurs sujets. D'abord, en fait, il y a tout un programme en fait d'aide
et de, on va dire, subventions, programmes collaboratifs qui ont été lancés par BPI-France, par financement étatique, de manière en fait à créer de la visibilité dans les filières, différentes filières. Et on en voit les fruits aujourd'hui, tous les aspects deep tech, production. Sur la partie spécifiquement santé numérique, on a eu ces programmes en fait d'entrepôt de données pour les hôpitaux. Voilà, il y a pas mal de choses en fait qui sont mises en place pour créer cette fameuse filière. Et donc du coup, il y a beaucoup de sérieux. Les choses sont faites avec beaucoup plus de sérieux aujourd'hui. On est à une époque en fait post-Covid, donc il y a beaucoup de rationnel qui est mis autour de la santé numérique et de la partie, on va dire, de la productivité qu'elle peut apporter aujourd'hui pour le client. Donc on est sur cette étape-là et donc du coup, il y a c'est même en fait sur la partie remboursement, c'est fait avec, on va dire, la barre est très haute et donc ceux qui l'ont en fait c'est fait avec beaucoup de, on va dire, d'éléments en fait de probants. Par rapport en fait à l'Allemagne où c'est extrêmement ouvert et ensuite on coupe. Là en fait quand on y accède, c'est que la marche est tellement haute que c'est fait avec beaucoup de... Voilà, c'est pour du long terme. Ça donne confiance sur le long terme. Est-ce que, Philippe Véran, vous faites le même constat que Chara Al-Wafi et Baudouin U? Vous avez en plus une double casquette investisseur-entrepreneur. Quelle est votre vision, vous, sur ce financement de la santé digitale en particulier? Je crois qu'en fait, on est revenu simplement à une normalité, tout au moins dans les valorisations. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'évidemment, en nombre, c'est toujours aussi important et c'est ce que tu disais. Par contre, en montant, c'est vrai que les valorisations sont aujourd'hui, je dirais, plus raisonnables. Et donc les levées de fonds auxquelles les startups ont accès sont moindres donc, en termes de cash. Mais moi, je pense que la France a un vrai atout aujourd'hui par sa culture. D'abord par une médecine de qualité. On l'a vu donc pendant la Covid, donc on a vu comment nos hôpitaux et nos soignants ont réagi. Donc malgré un hôpital public qui est vieillissant, mais enfin en tous les cas, on a des médecins et des soignants de qualité. Donc on a ce vivier-là qui est extrêmement important. On a les laboratoires de recherche aussi. On a les CHU. Et on a donc ce réseau, je dirais, d'industriels ou de futurs industriels ou de futurs, je dirais, entrepreneurs qui est au milieu, qui est aussi parfois, donc, et tu le disais aussi, donc on a d'excellents, puisqu'on parle de santé numérique, d'excellents mathématiciens, d'excellents développeurs, donc des grandes écoles magnifiques. Donc voilà, donc je pense que tout est fait pour pouvoir réussir. Après c'est l'entreprise, donc c'est l'opportunité, la bonne idée, c'est l'agilité et c'est aussi le talent des gens qu'on va accompagner et c'est ça qui fera la différence. C'est des histoires d'hommes et de femmes aussi, vous disiez. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes avant tout. Et ça, il n'y a pas de recette, qu'ils soient allemands, français, belges, américains. Voilà, donc ça dépendra de la qualité de nos entrepreneurs et c'est surtout ça. On a vu beaucoup de pseudo-entrepreneurs aussi, donc il ne faut pas s'en cacher. Les fonds d'investissement aussi ont eu affaire à des gens qui étaient meilleurs pour faire de merveilleux PowerPoint, plus que pour après exécuter, je dirais, un service, un produit et créer une entreprise. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Et je crois que le retour un peu à la normale sur l'aspect valorisation donc, nous permet aujourd'hui d'être plus pérenne et de revenir à des standards. Une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir peur d'en parler et on n'est pas là pour expliquer que pendant 10 ans, notre entreprise va faire des pertes et on explique pourquoi elle fera des pertes. Et après, tout d'un coup, à la 11e année, on va expliquer que les profits seront merveilleux et que les investisseurs qui sont là et qui ont soutenu, donc, je dirais, l'entreprise pendant ce temps-là, pourra être remboursé rapidement. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la tête aujourd'hui de nos jeunes entrepreneurs. Une entreprise, ça doit faire du profit. Et c'est ce qu'il faut montrer. Même dans le domaine de la santé, même dans un domaine où les preuves peuvent mettre plusieurs années à arriver. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on contrôle à peu près. Et il y a aujourd'hui des phases d'investissement, vous l'avez très bien retranscrit. Donc BPI est là et c'est notre première aide. Je dirais
d'abord par des subventions ou des prêts accordés. Il y a les régions qui font ça. Donc il y a l'État, bien évidemment, via la BPI, mais aussi par d'autres structures. Il y a les fonds européens. Et puis après, il y a des actionnaires comme moi, par exemple, qui vont identifier peut-être quelque chose qui est un peu par notre expertise et par, je dirais, par notre habitude des choses et qui peuvent aider certains projets à éclore. Et après, il y a des fonds comme le tien qui vont venir parce que là, voilà, on est dans des choses qu'on connaît parfaitement et on peut accompagner l'entreprise sur ces phases où elle perd de l'argent parce que c'est tant que le produit n'est pas marqué et qu'on n'a pas le droit de le vendre, donc forcément, on ne peut pas faire des profits. Alors, vous venez déjà de dresser un panorama de ce qu'est finalement l'investissement tout au long de la création de l'entreprise et de son parcours vers la rentabilité. Je voudrais qu'on s'arrête justement sur cette typologie des acteurs du financement, qu'on fasse un panorama de ceux qui investissent en santé et en santé digitale notamment. Carista, Baudouin-Hu, et finalement vous êtes à vous trois une représentation de ces investisseurs. Carista, c'est un fonds local qui est devenu européen. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, un exemple concret, comment s'est opéré ce développement ? Donc, Carista a été créé en 2001 sous l'impulsion de la Caisse des dépôts qui souhaitait constituer un marché du capital risque. Au moment de la rupture de la bulle Internet, il y avait très peu d'acteurs qui étaient encore actifs. Et en revanche, l'État constatait qu'il y avait une trop faible valorisation de la recherche académique française, à contrario de ce qui se produisait à Cambridge ou à Stanford. Et donc, l'État a syndiqué des moyens publics avec de l'argent privé pour équiper des équipes de gestion nouvelles dans les principales régions françaises. Et donc mes collègues de l'époque avaient pour responsabilité de gérer un fonds d'amorçage centré sur l'Île-de-France, investissant en santé, en digital, et ce qu'on appelle aujourd'hui les deep tech. Et graduellement, notre activité d'investissement, elle se raffine en fonction des tendances de marché. On est une entreprise commerciale comme une autre. On doit trouver des investisseurs qui vont venir miser dans nos propres fonds pour qu'on puisse ensuite financer les startups et apporter un profit pour que l'histoire puisse se répéter. Et en 2018, on a fait un virage assez important où on a souhaité thématiser notre premier fonds sur ce thème de la santé digitale ou la digitalisation de la santé. Et embrasser un marché qui est européen. On a de superbes opportunités en France, évidemment, mais aussi au Benelux, en Allemagne, pour ne citer que ces trois géographies-là. Et donc, ça faisait sens pour nous de pouvoir financer des entrepreneurs européens qui disposent d'un marché local, qui disposent d'un intérêt aussi pour le marché français et qui ensuite vont constituer des champions européens pour aussi préserver un peu notre souveraineté. Chara Louafi, vous êtes donc à BPI France, qui est un acteur majeur, et vous avez développé, et c'est là où je veux en venir, un fonds particulier au sein de BPI France, le fonds dédié à l'autonomie des patients. C'est quoi ce fonds et pourquoi ce fonds ? Alors on l'appelle le fonds patient autonome. Il a été monté en fait from scratch au sein de BPI France et lancé en 2018. Au moment en fait où le marché vraiment était balbutiant. Et il a la particularité de cibler la France. Donc on a une bonne visibilité de ce qui se passe sur le marché français. C'est un fonds dédié à la santé numérique et surtout sur le curatif, le monde du curatif. Maintenant on sait qu'avec l'expérience que Patient Autonome vise plutôt ce marché-là. On a commencé par le fameux pain point qui est un système de santé qui est en difficulté et un hôpital aussi qui a besoin en fait d'innovation pour se transformer et transformer les organisations, etc. Mais on s'aperçoit avec le temps sur ce monde du curatif, cet espace-là, l'objectif. Quand on regarde en fait le patient centrique, le patient se retrouve dans une organisation et en fait est pris en charge par des médecins, mais il est aussi capable de gérer en fait sa maladie en fait sur le long. Et voilà, donc ça va du diagnostic et de sa prise en charge au sein de l'hôpital et puis en dehors de l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'on est très patient centrique aussi et qu'on l'a appelé en fait patient autonome. Donc c'est sur tout le parcours de soins du patient que vous intervenez, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de produits, de dispositifs médicaux que vous avez pu soutenir pour aller vers cette autonomisation du parcours de soins ?
Alors, on est soit en fait sur ce on peut appeler le médicament numérique, et donc là avec un chemin réglementaire qui ressemble un petit peu à la biotech, c'est très réglementé, un peu plus souple. On n'est pas dans le médicament, mais on est en fait vraiment un peu dans le traitement, la réversion en fait d'un problème. On peut citer par exemple Poppins, qui est un jeu éducatif, mais qui similaire en fait, c'est se baser sur de la science, c'est très similaire en fait à la synchronisation des sens chez le musicien. Et là en fait on transpose ça chez le patient en fait 10, l'enfant 10, et donc du coup en fait Mila adresse grâce au jeu musical, les patients en fait, les jeunes enfants en difficulté en fait de ce qu'on appelle en fait les troubles du neurodéveloppement, et donc voilà, donc ça permet en fait de traiter ce sujet-là. On peut avoir aussi en fait Implicity, on est avec ensemble avec Arista, qui en fait permet de traiter les données chez les personnes en fait implantées niveau cardiaque, traiter les données pour faciliter en fait les actions chez les médecins hospitaliers, notamment chez les cardiologues, pour avoir une action en fait très très précise. Donc c'est de l'IA en fait qui est dans les clouds, qui permet vraiment de traiter toute cette donnée en sortie en fait de patients implantés. On a Incepto aussi qui permet en fait d'accélérer le diagnostic chez les radiologues, voilà, on a des sujets assez diverses voilà. Sujet effectivement très divers. Et comment est-ce que vous arrivez à choisir et à vous dire, et vous en parliez tout à l'heure Philippe Véran, comment est-ce que vous arrivez à faire confiance à une solution, à une start-up, à une équipe alors vous parliez d'histoire humaine, il y a un feeling, on l'entend bien, une intuition. Comment ce choix s'opère? C'est multi-paramètres. C'est évidemment en fait les personnes. D'abord, c'est un plan aussi, un plan crédible. Nous, on n'investit qu'en France, mais on n'est pas sûr. C'est le premier marché, mais pas que. L'objectif, en fait, c'est de voir tout de suite si la société, en fait, va pouvoir transformer au-delà du marché domestique, voilà, les marchés un peu mondiaux. Et donc, l'expertise de l'équipe pour y arriver, l'ambition. Et au sein de l'équipe, c'est vrai, c'est une histoire de personnes, mais c'est les expertises en fait qui sont rassemblées pour pouvoir créer de manière opérationnelle ce plan, et évidemment dans un temps assez court. On est là en fait pour on a des fonds, on gère des fonds de 10 ans maximum, mais l'objectif en fait c'est au bout de 4-5 ans que l'histoire en fait soit vraiment lancée. Voilà. Pardon. Merci Chara Louafi. Philippe Véran, on a vu deux types de financement, deux acteurs du financement. Quelle est votre politique de financement au sein de Biotech Dental, votre modèle? Parce que finalement, comment est-ce que vous êtes passé à ce groupe aujourd'hui solide et diversifié qui est le vôtre? C'est 25 ans d'histoire, donc... J'allais vous demander en combien de temps ça s'était fait. Oui, un peu plus de 25 ans. Donc c'est voilà, de la toute petite entreprise à une entreprise qui a eu aussi d'autres branches dans le monde médical. On a eu une branche orthopédique qu'on a vendue, une branche dans le diagnostic médical qu'on a aussi vendue, et maintenant donc le dentaire sur lequel nous sommes concentrés. Voilà, donc moi je le dis toujours, Biotech Dental c'est une vieille start-up, et moi je suis un entrepreneur à l'ancienne, c'est-à-dire que je suis expert comptable de formation, donc pour moi le bilan d'une entreprise c'est la première des choses que je regarde, et en fait on y est comme un médecin qui voit un patient, voilà, moi c'est mon analyse clinique, elle est souvent en premier lieu, je dirais, sur cette analyse chiffrée, et donc voilà, donc moi j'ai toujours eu la chance d'avoir recours à l'emprunt. Ensuite, quand il a fallu trouver pour aller accéder à des marchés internationaux, j'ai utilisé Naxicap, donc ça a été mon premier investisseur qui est resté chez nous 20 ans, 21 ans exactement. Ensuite j'ai eu un family office belge, Sofina, quand il a fallu remplacer Naxicap, et aujourd'hui on a fait le choix, pour une exécution extraordinairement rapide de nos produits et de nos solutions,
de nous allier à un industriel américain qui est aujourd'hui la plus grosse boîte dentaire du monde, donc qui nous donne accès à tout leur réseau. Et donc pour pouvoir, on a un plan à 5 ans où on doit passer aujourd'hui de 130 millions d'euros à 1 milliard. Donc donc c'est un enjeu extrêmement rythmé. Donc voilà, c'est ça ma vie d'investisseur et de choix, en tous les cas, d'entrepreneur et de choix d'investisseur à différents moments de l'entreprise. Quand est-ce qu'il faut savoir utiliser ses banquiers au maximum? Quand est-ce que parfois il faut faire les deux parce que les banquiers ils peuvent plus tout assurer? Quand est-ce qu'il faut changer d'investisseur? Et puis quand est-ce qu'il faut peut-être trouver pour exécuter un vrai partenariat industriel? Parce que souvent dans notre métier, quand on a fait comme nous le marché français où on est leader, on a près de 25% du marché des implants et idem sur l'alignement dentaire. Si on veut, faire la même chose partout dans le monde, c'est pas 25 ans qu'il me faudra, mais c'est 3000 ans. Donc donc on utilise d'autres moyens et on utilise le réseau commercial. Et l'accès aux clients, c'est aussi parfois quelque chose dans lequel les startups souvent vont dépenser de l'argent alors que c'est pas forcément la priorité. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord assurer un bon produit, un bon service. Ça dépend de ce qu'on invente. Et puis après, il faut se poser la vraie question de savoir comment on adresse le marché. Et l'adressage du marché médical aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. Et si on veut suivre la création d'une force de vente, je pense que tout ça, c'est encore aussi des choses qui sont très difficiles, où c'est pire qu'une loterie, avoir un bon accès, commercial aujourd'hui, un bon réseau. Donc parfois, il faut peut-être s'affilier, pas avoir peur dans la création, dans le développement de son entreprise, pas avoir peur de s'allier à des gens qui sont déjà installés. Après, c'est l'éternel problème. Oui, mais c'est se faire bouffer. Oui, mais c'est mais ça, c'est d'autres débats. Dans tous les cas, moi, je parle de l'entreprise et de son rayonnement. Il faut pouvoir utiliser, toutes les palettes aujourd'hui qui sont à notre disposition. C'est ça la clé, la diversification. C'est la clé de la consolidation dans le temps de Biotech Dental. Oui, moi, je dois avouer que le Covid ou la crise sanitaire et la crise Covid pendant lesquelles donc notre entreprise, pendant 2 mois, on est passé de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois à 0 pendant 2 mois. C'est vrai que ça m'a aussi donné, en tant que responsable de tous mes employés et tout l'écosystème de mon entreprise, ça m'a aussi donné, une alarme qui m'a dit peut-être qu'il faut aussi savoir prendre les bonnes décisions quand il faut, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc c'est vrai que ces grandes crises-là, elles donnent aussi aux entrepreneurs que nous sommes des signaux où ce qui est le plus important, c'est l'entreprise. Ce n'est pas les capitaux privés, c'est l'entreprise. Donc prendre la meilleure décision pour l'entreprise. Voilà. De prendre la meilleure décision pour l'entreprise avec une spécificité, et ça on ne l'a pas encore abordé, c'est que l'investissement en santé a quand même des spécificités. Vous avez commencé à l'aborder et j'aimerais qu'on termine là-dessus. C'est pas comme de financer n'importe quelle autre entreprise. Est-ce que vous pouvez me dire chacun votre tour quelles sont ces spécificités, comment vous les accompagnez, comment vous allez dedans et au final qu'est-ce que ça permet ou pas? Alors, c'est pas que de la valeur financière. C'est aussi de l'impact et c'est long. Mais c'est un impact qui est extrêmement puissant. Donc, en fait, il faut bien comprendre ce chemin, notamment réglementaire, parce qu'il y a des temps d'attente et c'est normal. Donc, en fait, la spécialisation et le mot est très important, en fait, pour que, du coup, c'est spécialisation et c'est aussi confiance. Et la confiance, en fait, on la voit un peu partout, en fait, dans la santé. C'est en fait vis-à-vis du client, c'est très subjectif. Il y a des KPI très clairs, mais il y a aussi de la confiance envers le produit, pour créer de l'ouverture. La confiance, elle est entre aussi l'investisseur et l'entreprise, parce que c'est long. Parce que faut bien, c'est un monde qui est un peu complexe.
Voilà. Donc, s'il y a deux choses à retenir, c'est le temps long et la confiance. Et la confiance. Ouais, c'est ce que vous observez aussi, Baudouin-Hu. Alors oui, il faut être patient. Rome ne se fait pas en un jour et la confiance est fondamentale. Ça, je pense que c'est transverse à tout l'investissement. Nous, on regarde les investissements en santé avec un prisme numéro 1 qui est celui de la résolution d'un problème médical. Et on part du problème médical, de la bonne caractérisation de ce problème médical, et ensuite on mobilise les technologies nécessaires pour la bonne résolution de ce problème, dans le respect d'un ratio bénéfice-risque qui soit toujours favorable pour le patient. Et la résolution de ce problème, elle nécessite la mobilisation de tout un panel de compétences, donc médicales en premier lieu, techniques, réglementaires et commerciales. Dans notre culture scientifique française, on a tendance à mettre ça un peu de côté, mais c'est vraiment fondamental. Il faut pouvoir se confronter très vite au marché, soit en direct, soit avec des partenaires, comme l'a bien mentionné Philippe, parce que c'est ce qui va faire que la solution va pouvoir être utilisée et décoller. Donc il y a à la fois ce problème médical qui est vraiment la clé, et le marché de la santé est finalement une succession de marchés de niche qui viennent résoudre une grande quantité de problèmes. Et puis ensuite, il y a toute la mise en œuvre des compétences nécessaires pour résoudre ce problème. Cet aspect réglementaire, Philippe Véran, il est particulièrement difficile. Comment est-ce qu'on se l'approprie quand on est entrepreneur comme vous ? Quand on est entrepreneur dans le dispositif médical, donc ce qui est mon cas et ce qui est le cas de la plupart des participations dans lesquelles j'interviens, aujourd'hui c'est un véritable enfer. Donc voilà, donc c'est un nouveau référentiel auquel les entreprises qui sont dans le dispositif médical sont soumises. Il sera applicable, donc il devait être applicable en mai 2024, ça a été reporté fort heureusement donc en mai 2027. Mais aujourd'hui, ce dispositif est basé, ce référentiel est basé sur le même principe que le médicament, que la mise sur le marché d'une molécule, sauf que les produits que l'on fabrique ou les solutions que l'on donne sont forcément évolutives, à la différence d'une molécule qui, une fois qu'elle a été validée et mise sur le marché, peut être là pendant 30 ans. Nos produits ils évoluent en permanence pour plein de raisons. Et aujourd'hui, ce dispositif, on le voit, n'est pas adapté déjà à ces futurs changements. Donc il n'est déjà pas adapté parce qu'il n'y a pas assez d'organismes et il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir déjà transférer tout ce qui est CE, ancien référentiel, donc au nouveau référentiel. Et quand bien même, quand on essaie de se projeter dans le futur, on s'aperçoit que c'est pour la recherche et le développement, c'est une véritable tannée. Là, on a un exemple flagrant. Donc, on a un produit qui, je pense, va avoir la FDA, donc l'autorisation de la mise sur le marché aux États-Unis, un vrai produit français conçu par des chirurgiens français et fabriqué en France, donc qui va être mis sur le marché, je pense, d'ici septembre, et qui sera mis sur le marché en France, d'après nos premières estimations, dans 30 mois. Donc, c'est une vraie perte de compétitivité. Et de soins pour les patients français. Oui. Ben oui. Est-ce que vous voulez réagir, Chara Mofi, là-dessus ? Pour beaucoup, en fait, l'avantage du marché américain, c'est un seul marché. Le marché européen, c'est plusieurs marchés. Donc c'est toute la différence avec la complexité en fait réglementaire au sein de l'Europe. En fait, nos entreprises, c'est vrai, vont chercher le marché américain, sinon elles ne peuvent pas exister. Mais dans l'objectif, en fait, c'est de se déployer aussi en Europe, de manière en fait à devenir un produit de référence. Mais en fait, c'est vrai que c'est une perte de chance immédiate, et c'est un sujet en fait qu'on essaie de porter. Le problème de l'accès en fait des solutions françaises en Europe est un sujet, il faut le dire. C'est un sujet qui freine finalement la filière. Vous nous avez expliqué au début, avec l'enquête que vous avez menée avec Carista, le dynamisme et l'attractivité de la filière française, et qui se heurterait presque en bout de chaîne à cette problématique. Les startups européennes commencent dans leur marché domestique. C'est là qu'elles ont leur réseau, c'est là que l'idée est née et que les talents des premiers jours sont disponibles. Et effectivement, assez rapidement, elles s'adressent au marché américain comme premier marché à l'export, puisqu'il y a une réglementation qui est peut-être plus à la portée de leurs moyens, et un marché qui est aussi beaucoup plus attractif en termes de tarifs. Alors ça, c'est hélas triste pour les Américains qui payent leurs soins beaucoup plus cher, mais c'est une réalité économique qui rend ce marché attractif du point de vue du producteur d'équipements ou de solutions.
On commence à voir des démarches d'homogénéisation, des critères d'évaluation des dispositifs médicaux, notamment numériques. En France, il y a un groupe de travail qui est mené, le ministère français est assez actif. Néanmoins, il va se passer encore du temps. Parce que la France est un pays assez unifié. En revanche, l'Allemagne est un pays fédéral où le même dispositif médical ne va pas être considéré de la même manière en Bavière ou à Berlin. Voilà. Donc il y a vraiment tout un travail de construction européenne qui va encore prendre du temps et qui vont faire que le marché américain restera la première destination à l'export des startups européennes. Et ça, c'est un enjeu de souveraineté assez fort qu'on martèle pas assez. Et comme l'a dit Philippe, c'est une perte de chance pour les patients, puisqu'on dispose de technologies de traitement qui sont faites ici ou qui sont faites juste à côté et qui ne sont pas disponibles tout de suite pour nos patients, hélas. Merci à tous les trois de votre participation à ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci.